À toutes les époques et sous tous les régimes, des hommes avides de puissance ont souvent utilisé tous les moyens pour prendre le pouvoir et le garder. Aujourd'hui encore, les valeurs humanistes s'opposent à l'habileté manœuvrière de nombre de politiciens. L'affrontement auquel vous allez assister est certes daté, ancré dans le passé, mais il reste d'une étonnante actualité. Les personnages n'ont pas d'âge, ils sont de tous les âges. Eh oui, c'est moi. Ça t'étonne, général? Vous attendez pas. En effet. Tu sais pourquoi je suis là? Tu t'en doutes au moins? Aucune idée. Que me fait-on encore? Tu n'es pas si mal logé. Le lit semble confortable. Tu as même droit au clair de lune. C'est pour vous assurer de mon bien-être que vous êtes ici. On m'a dit que les gendarmes à ta porte préparent eux-mêmes ta nourriture. C'est vrai? Tu as peur que je t'empoisonne? Entre un soutien à l'Empire et le retour de la monarchie, tu hésites? Si je me retire, c'est l'anarchie. Si le trône est vacant, quelqu'un s'y assiera. Au fond de toi-même, tu ne crois pas vraiment que je vais étrangler la liberté, comme on te l'a répété inlassablement? Erreur. De cela, je suis tout à fait convaincu. Alors, bon sang, pourquoi ne pas agir? C'est leur opposition qui vous rend si nerveux. Une belle brochette de conspirateurs. Comme tous les tyrans, vous voyez des traîtres derrière toutes les portes. J'ai de bonnes raisons de me méfier de ton parti. Un parti? Rien d'organisé dans tout cela. Ceux qui m'estiment s'indignent des accusations grotesques dont je suis l'objet. J'ai fait flotter le drapeau tricolore sur tous les fronts pour la liberté. J'ai gagné 31 batailles et sauvé 2 armées. Von Linden a couronné cette longue suite de victoires. J'ai servi pendant 10 ans et me voilà dans les fers. Il y a de quoi soulever la tempête. Pourquoi m'avoir toujours soupçonné de vous disputer le pouvoir? Tes discours, tu les tiens pour rien? Ceux qui conspirent blâment-ils si haut ceux qu'ils n'approuvent pas? Tu redeviendrais le Bonaparte que j'estimais autrefois? Pour toi, il n'y aura pas de Napoléon. Et je te donne des gages. Ta liberté d'abord, et ta place à mes côtés au Conseil de l'Empire. L'Empire et des cérémoniales pour légitimer ton pouvoir. Cesse de te méfier. Ce n'est qu'un moyen de restaurer l'ordre, la prospérité. L'autorité. Elle est nécessaire à la paix civile. J'ai eu la main lourde, j'en conviens, mais avec toi maintenant, avec tous ceux qui vont te rallier. Ah, tu comptes aussi sur mes amis? Évidemment. Songe à la force que nous allons constituer. Avec tes fidèles, nous serons d'autant plus efficaces. Je suis fait pour commander à l'armée, pas à l'État. Mais c'est ton sabre qu'il me faut, ton nom. Ton nom, c'est mieux qu'un étendard. Et me voilà caution d'un régime que je condamne. Et que fais-tu de notre révolution? Elle est toujours en marche, si tu veux bien l'accompagner. J'ai besoin de toi pour la poursuivre, pour la défendre. C'est un homme de ton envergure qui peut empêcher les déviances. Je deviens un garde-fou. C'est un rôle à ta mesure. Donne-moi la main, général.
Donne-moi ta main. Les Français étaient devenus citoyens. Tu en as refait des sujets. Combien de temps faudra-t-il encore pour que renaisse notre République si lamentablement trahie? L'histoire jugera, général. L'histoire jugera. L'histoire des remuera nos cendres. Les hommes comprendront-ils enfin que ceux qui les grisent à Austerlitz les conduiront toujours à Waterloo? Mes chers amis, je suis enchanté, enchanté de vous voir là ce soir, avec moi. Sans vous, et avec mon épouse, sans vous, notre petite fête n'aurait pas été possible. J'ai congédié les domestiques. Nous ne voulons avoir personne autour de nous, personne à part vous deux, dans ces moments de célébration intime. Alors buvons. Buvons au jour où le chemin de Sofia et le mien se sont croisés. Nazdrov. 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 Santé. Kuda, kuda, kuda vejuda lilis, wiesni moje, slati dni, что день грядущий не готови, его мой зон напрасно лови, благословен быть ми. Приход. C'est beau. C'est beau quand un homme et une femme partagent tant de souvenirs en commun. Oui, c'est vraiment beau. Eh oui, de nombreuses décennies se sont écoulées, hein, depuis le jour où nous deux, hein, chère Sofia. Ne parle pas du temps, mon cher Tolstoï, je suis pétrifiée à l'idée du temps écoulé. Alors, buvons ce verre pour oublier plus facilement le temps. Buvons. Ah, je suis content que ces jeunes gens soient avec nous. Hein, t'es contente aussi, hein? Sofia, t'es contente? Je suis très contente. Sans eux, cet été ne serait pas aussi agréable. Ah oui. Ils sont tellement sympathiques. Ah, Tchekhov, rappelez-moi de vous dire demain quelques mots sur l'alcool. Hein. Je ne vous ai pas encore parlé de l'alcool. L'alcool, c'est mon sujet de conversation préféré. L'alcool se boit, ce n'est pas un sujet de conversation. Bon, qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire qu'il fut un temps où tu pouvais boire beaucoup, maintenant tu ne peux que parler beaucoup. Je peux encore boire beaucoup. Oh non, ça fait longtemps que tu ne peux plus. Enfin, je peux. Mais tu ne peux pas. Je peux. Même moi, je peux boire plus que toi. Toi, tu vomis toujours quand tu bois trop aussi, c'est vrai. Tu vomis chaque fois que tu es saoul. Peut-être, mais je peux quand même boire plus que toi. Toi, tu peux boire plus que moi? Et moi, je peux boire plus Enfin, que tu ne me toi. fais pas rire, hein, tu m'offenses. Retire ce que tu as dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un sale mensonge de dire que tu peux boire plus que moi. Je peux vraiment boire plus que toi. Tu ne peux pas. Je peux. Bon, allez, on vérifie de suite. Nasdorov. On continue. On continue. On continue. Excusez-moi, mais Mais peut-être le mieux serait d'arrêter tout ça. oui, peut-être que ce serait mieux d'arrêter tout ça. Mais pourquoi? Comment, pourquoi? Pour que votre fête ne se transforme pas en compétition. Oui, en compétition, il serait dommage qu'une soirée qui est si bien commencée. Non, mais Sophia m'a insulté, je dois lui prouver qu'elle a tort. Oui, mais peut-être il serait mieux de le faire, mais une autre fois. Oui, voilà, une autre fois. Ce n'est vraiment pas important de savoir qui peut boire le plus. Non, ce Hein, n'est pas c'est important de savoir qui peut boire le plus. Pourquoi vous mêlez-vous de notre vie? Chérie, pourquoi ces morveux se mêlent-ils de notre Ah vie? ben ça, c'est l'éducation, ça, l'éducation, hein? Une mauvaise éducation. Nasdrovie. Nous n'oserions pas nous mêler de votre vie. Oui, il serait dommage que vous vous sentiez mal à cause de tout cet alcool. Que je me sente mal à cause de tout cet alcool. Que je me sente mal à cause de tout cet alcool. As-tu entendu, chère Sophia, as-tu entendu une ânerie aussi grosse ces 10 dernières années? Je ne me suis jamais senti mal, jamais. Tiens, vous ne pouvez sans doute pas boire plus de 3 verres. Eh bien oui, pour être franc, je m'arrête le plus souvent au deuxième verre. Eh ben, quelle honte! Pourquoi ça? Ah oui, je dis quelle honte. Surtout ne dites à personne ce que vous venez de me dire. Un écrivain et il ne boit pas. Encore une ânerie. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben voilà, je t'avais dit que l'alcool c'était pas pour toi. Oh, tu fais encore tes prêchis-prêchards. Oh là là, tu as vomi toutes tes tripes. Quel spectacle. Allez, que la fête continue. Nasdrovie. Tiens, dans notre livre de conversation, mon cher Tchekhov, nous parlerons de la beuverie de ma femme. Nous dirons à quoi ressemble la beuverie féminine. L'histoire d'une femme qui vomit, ça n'a pas encore été décrit, ça, en littérature, alors que c'est vraiment une scène inoubliable et répugnante. Que diriez-vous, mon cher Tchekhov, si je vous contais une bien meilleure histoire? Le personnage principal de cette histoire est un vieil écrivain. Ça ne m'intéresse pas, ton histoire. Ah, mais elle pourrait intéresser notre invité. Ça ne l'intéresse pas. Dites-moi, Anton, voulez-vous écouter mon histoire? Je vous écoute. Il était une fois un écrivain d'un âge certain à qui l'écriture ne réussissait plus. Arrête. Cet écrivain écrivait autrefois de grands et denses romans, mais d'un coup, Tu arrêtes. d'écrivain prolixe et brillant, il devint sec. Plus d'idées. J'arrête ça. J'ai à peine de commencer. Je te dis d'arrêter. Cet écrivain vivait sur son domaine, retiré, loin du monde, mais toujours avide de notoriété. N'ayant, comme je vous l'ai dit, plus d'idées, alors qu'il voulait justement qu'on le lise et qu'on le glorifie, il décida d'écrire un jour un livre de conversation. Tu vas la fermer, oui. Ma petite histoire n'est-elle pas intéressante? Si tu ne laisses pas tomber ta petite histoire, je vais raconter à nos invités la petite histoire de la femme qui avait une mère invisible. Tu n'oseras pas. Si. Non, Si. Alors tu laisses tomber l'histoire. pas question. Alors je commence la mienne. Mais je n'ai pas terminé. Moi d'abord, donc. Il était une fois une femme qui, jadis, fut une jeune fille. Et cette jeune fille avait une mère invisible. Et un jeune écrivain
dont on savait déjà qu'il deviendrait le plus grand écrivain russe, rencontra cette jeune fille. Arrête! Cette jeune fille ne parlait jamais de sa mère. Et le jeune écrivain était trop courtois pour lui demander quoi que ce soit à son sujet. Bon, à travers leur conversation, on sentait bien que maman existait, mais qu'elle n'était pas dans un sens importante. Bon. Puis un jour, notre jeune écrivain décida de demander la jeune fille en mariage. Il vint chez ses parents pour demander sa main. Il espérait, il pensait, rencontrer à ce moment maman. Mais il fut accueilli seulement par papa, dont il avait déjà fait connaissance, et papa, avec de bien belles paroles, excusa l'absence de sa femme. Le matin même, elle avait eu un petit refroidissement, elle s'était couchée et venait de s'endormir. Bon. Si bien que le père de la jeune fille donna sa bénédiction, la date du mariage fut fixée et la présentation à maman fut reportée. L'écrivain espérait rencontrer enfin maman le jour du mariage. Mais ce jour-là, maman eut un fort refroidissement et dut rester couchée. Le mariage se déroula donc sans elle. Et maintenant, voulez-vous savoir quand et comment notre jeune écrivain rencontra enfin Maman, la mère invisible de sa femme. J'ai bien peur que tu ne puisses raconter la suite. Je vais te trancher la gorge. Tu n'oseras pas. Oh, que si! Je raconterai mon histoire jusqu'au bout. Seulement quand j'aurai fini la mienne, j'ai commencé la première. Donc, j'en étais resté au moment où notre cher vieillard décida d'écrire un livre de conversation. Il invita en son domaine un jeune écrivain pour l'aider. Tandis qu'ils écrivaient ce livre absurde et sans intérêt, il tomba amoureux de la femme du jeune écrivain. Oh, tomber amoureux est inexact. Je dirais plutôt qu'il la désirait. Il la désirait tant et plus qu'un jour, alors que le jeune écrivain s'en était allé à cheval jusqu'au moulin, il s'arrangea pour rester seul avec elle. C'est d'une banalité. Le vieil écrivain et la jeune comédienne. Arrêtez. Mon histoire ne vous intéresse pas? Si, au contraire. Continuez. Elle s'inspire de faire rire. Vous inventez. Vous avez l'imagination maladie, vous êtes folle. Olga. Folle! Tolstoï m'a tout avoué. Il m'avoue toujours tout. Il ne peut rien faire sans se confier à moi. Les hommes sont des enfants. Non, chérie, tu vas pas croire. Croire quoi? Non, je vais t'expliquer. Je n'ai pas besoin d'explication. Antoine, tu dois me croire. Te croire? Comédienne. Tes gestes, tes mots, tout est faux. Mais vraiment, Antoine, il ne s'est rien passé entre moi et ce Tolstoï. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Vous me décevez. Décidément, vous me décevez, mon cher Tchekhov. Vous me décevez en tout. Croyez bien que j'en suis désolé. Vous m'avez surtout déçu à cause de ce qui s'est passé entre vous et ma femme. Ce qui s'est passé entre vous et ma femme, c'est une honte. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Je ne sais vraiment pas, il ne s'est rien passé. Si, Je vous assure, rien! si, Tchekhov. Je sais tout. Sofia m'a tout avoué. Je sais tout. C'est faux. Sachez que ma femme ne ment jamais. Ce que vous lui avez fait, c'est honteux.
Oui. Une chose terrible. Alors c'est comme ça. Toi qui me parles de sincérité, de fidélité, tu es si pitoyable que même maintenant tu n'as pas le courage de me l'avouer. Je n'ai rien à avouer. Tu n'es qu'un lâche. Tu as entendu Tolstoï, il sait ce qui s'est passé entre toi et cette Sophia répugnante. Olga, comment peux-tu parler de la femme? Comment je peux? Tu la défends, ça ne te suffit pas de m'avoir humiliée devant elle, tu la défends en plus. Elle est ignoble. Divague. Oh mais je l'ai bien mérité, je laisse qu'on me prenne pour une imbécile. C'est normal qu'on profite de moi. Il a rien eu, bon sang! J'ai vu hier, j'ai vu comment elle te regardait, comment elle te dévorait des yeux. Elle me regardait, oui, comme tu dis. Mais moi, pas. Depuis des années, je regarde les femmes te dévorer des yeux, tu leur es si agréable. Mais je n'y prêtais pas attention. J'avais confiance en toi. T'es mon creux d'écrivain, sans doute. Je te dis que je n'ai rien à voir avec cette femme. Et maintenant, j'ai les yeux grands ouverts. Olga, il n'y a rien eu avec Sophia. Mais toi, je t'ai aimé de tout mon être. Et tout ce que tu mérites, c'est mon mépris. Antoine, j'entends ce que tu dis. N'approche pas. N'approche pas. Mon Dieu, comment peux-tu... Olga! Ne prononce pas le nom de Dieu. Antoine! La fête continue. On parlait de quoi déjà? Vous parliez de mon mari et de votre femme. Ah oui, votre mari s'est comporté de façon déshonorante. Votre mari s'est très mal conduit. Votre mari a osé repousser ma femme. La femme de Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Ce blanc-bec a dit non à ma femme. Votre mari n'est pas un homme, madame. Votre mari n'est pas un homme. Bon, je vais peut-être pouvoir achever mon histoire. Que l'on finisse. Donc le vieil écrivain resta avec la jeune comédienne, ce vieil écrivain qui désirait tant ce corps jeune et tendre et souple. Mais elle lui dit non. Lui qui affirmait qu'aucune femme ne pouvait lui résister, il reçut l'affront de s'entendre dire non. Olga, je suis désolé. Ma chère Olga. Votre chère Olga est une cruche arrogante. Repoussez Tolstoï. Quelle insolence, quelle prétention. Maintenant, mes chers amis, je vais enfin pouvoir achever mon histoire. Je te l'interdis. Elle n'est pas finie, donc, si je ne m'abuse, notre jeune écrivain avec une femme dont la mère restait invisible. Or, un jour, tiens, juste un an après le mariage, il séjourna dans une ville dont il ne pouvait que visiter le plus beau monument, une luxuriante et somptueuse maison close. Le propriétaire lui proposa la prostituée la plus âgée de la maison. Il lui assura qu'elle était la meilleure des putains. Et vraiment, notre jeune écrivain ne fut pas déçu. Et à l'aube d'une nuit fougueuse et passionnée, il demanda son nom à la dame si expérimentée. Et là, il faillit s'évanouir. Il venait de comprendre que devant lui se tenait maman. Ta maman. C'est faux. Ma mère n'est pas une putain. Elle s'est enfuie avec son amant, mais elle n'a jamais été une putain. Oui, oui, elle a fui ton père avec son amant, mais après que son amant l'eut laissé choir, elle a fini dans la maison close. Personne ne pouvait le savoir, ton père cachait ça à tout le monde, qu'elle s'était enfuie, qu'elle était devenue une pute. Tout le monde croyait que maman était gentiment à la maison, que c'était en raison d'une maladie, qu'elle n'apparaissait pas en société. Tu es un ignoble bâtard. Fille de putain. Tu es fille de putain. Je te tuerai. Un jour, je te tuerai. Tu n'oseras pas. Oh, que si. Oh. Et
Et si on racontait à nos invités comment tu m'as demandé en mariage? Ah non, non, ça suffit Si maintenant. on Bon, leur tais-toi. racontait comment j'avais juré que je ne t'épouserais que si tu parcourais 10 mètres sur les genoux en criant « Je serai ton esclave! Je serai ton esclave !» Elle ment! Elle ment! À mes pieds! À genoux! Ton esclave! Fille de putain! Dur! Sale teigne! Charonne! Tête de veau! Chancy! Excusez-nous! Hein? Olga et moi, nous irions bien dormir. Quoi? Nous sommes un peu fatigués. Comment? Vous voulez nous abandonner alors que nous fêtons... Qu'est-ce que nous fêtons déjà? Notre anniversaire de mariage! Si vous le voulez bien. Eh bien non, je ne veux pas! Je ne veux pas! Savez-vous au moins ce que c'est qu'un anniversaire de mariage? Ce que c'est qu'un mariage? Toute une vie ensemble, dans l'amour partagé, un amour héroïque au cœur des intempéries. Nous vous faisons l'honneur de partager notre bonheur, de participer à notre petite fête intime, et vous, comme ça, c'est pitoyable. C'est la nouvelle génération, ça. Pour eux, rien n'a de valeur, rien. Allons-y, Olga. Mais attendez! L'intérieur d'une cuisine dans une maison, située sur la place d'un village à quelques kilomètres d'une autoroute qui conduit à Paris. Deux hommes entrent à jardin. Ce sont deux policiers. L'un regarde par la fenêtre, l'autre s'assoit sur une chaise. Il n'y a que deux chaises autour de la table. Un homme apparaît à court. Il sort de sa chambre. C'est tôt le matin. La lumière est pâle, un peu laiteuse. Il a été réveillé par le bruit qu'ont fait les visiteurs en arrivant. Il a néanmoins pris le temps de s'habiller avant de venir les rejoindre. Il porte des vêtements confortables que l'usage a rendu presque élégants. Il a quelque chose de citadin malgré l'endroit et de juvénile malgré son évidente maturité. Une mauvaise herbe dans votre jardin. Une mauvaise herbe. Je l'arrache. Pas elle. Je ne l'ai jamais considéré comme une mauvaise herbe. Vous lui en voulez De quoi? d'avoir disparu. Oh, je comprends assez bien qu'on ait envie de disparaître. Vous-même, vous l'avez déjà fait? Non, jamais. Mais vous en avez eu envie. Souvent. Et elle en avait envie? Je ne sais pas, je ne suis même pas sûr qu'elle ait disparu. Nous le sommes. Encore une fois, pourquoi ne voulez-vous pas lire ces lettres? Disons, quand je peux, je fais en sorte de m'épargner la contemplation de l'hystérie de mes semblables. Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit d'hystérie? Je ne sais pas, je suppose. Ce sont des lettres d'insultes, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors pourquoi s'y attarder? Elles sont un indice. Elles peuvent devenir pièce à conviction. Pour vous, pas pour moi. Quelles étaient ses relations avec cette femme? Je vous l'ai dit, elle la haïssait au point de prétendre être capable de la tuer. Toute sa vie n'était qu'un terrible effort pour ne pas la tuer. C'est ça. Même si c'est un peu exagéré. Ce sont vos propres termes. Je sais, mais ce genre de phrase devient vite ridicule dans la bouche des autres. Vous avez prétendu qu'elle était allée chez elle et l'avait prise en photo sortant de son immeuble. Avez-vous vu ces photos? Non. Nous les avons retrouvées. Vous ne voulez pas les voir? Je ne tiens pas. Comme les lettres? Exact. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a sur les photos? Dites toujours. La rue, l'immeuble, le carrefour, tout y est.
qu'elle était trompée d'avoir guetté l'autre pendant des heures. On voit la pluie sur les photos. Je ne l'ai pas tuée, elle n'a tué personne. Ah, vous ne l'avez pas tué, ça c'est sûr. Ah bon? Mais vous n'êtes pas hors de cause pour autant. Je vous ai dit le peu que je savais. Justement. Vous accordez trop d'importance à ces lettres. Pas vous, Je n'y ai jamais accordé une quelconque importance. mais vous n'en ignoriez pas l'existence. Et je faisais semblant de ne pas savoir. De ne pas savoir quoi. Qu'elle recevait des lettres anonymes. Mais comment le saviez-vous? Si elle ne vous a jamais rien dit, ni montré ouvertement. Je vous ai dit que c'était moi qui m'occupais de relever son courrier en son absence, que j'ai la clé de la boîte aux lettres. Nous y voilà. Vous aviez donc déjà vu ces lettres. Vous ne cessez de nous dire le contraire depuis tout à l'heure. Une, deux, peut-être guère plus, et parmi les autres, je n'y ai jamais prêté tellement attention, je vous l'ai dit. C'est quand je les ai vus tout à l'heure que je les ai reconnus. Pourquoi n'avoir rien dit? Je sais pas, je croyais qu'elle les avait détruites. Comme vous lui aviez conseillé de faire. Elle aurait reçu un coup de téléphone vers 2 h du matin. 3 heures. Comment le savez-vous? Il y avait encore beaucoup de monde chez elle, la fête pâté son plein. Vous admettez donc qu'elle a reçu un coup de téléphone ce soir-là? Cela ne fait aucun doute. D'une femme? Vraisemblablement. Elle a dit que c'est vous qui aviez appelé. Vous la croyez? Pas vous? Elle et ses mensonges? C'est quoi? Et si nous parlions des vôtres? De vos mensonges? Lesquels? À propos de ce coup de téléphone, par exemple. Personne n'a entendu la sonnerie. Il semblerait. Vous n'avez donc aucun témoin? C'est vous qui avez téléphoné ce soir-là. Vous êtes rentré chez vous et vous l'avez appelé. Je n'ai rien fait. Vous avez déguisé votre voix, mais elle vous a reconnu. Comment m'a-t-elle reconnu? À cause de ce que vous lui avez dit. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'elle était en danger, que l'auteur des lettres anonymes allait mettre ses menaces à exécution. Vous voyez bien que je l'ai protégée. C'est quoi? Des fureurs de cette femme! Quelle fureur, quelle femme! Je ne sais pas, j'ai oublié! Qu'est-ce que vous avez oublié? L'origine du drame! Il y a toujours quelqu'un à l'origine du drame. Et quelqu'un derrière ce quelqu'un. Qui? Je ne sais pas moi. Quelqu'un derrière moi. Qui? Elle. Violet parfois, et puis ton corps en chemise, pour l'empoignade dans le grand lit blanc. La prairie tombe. Ce n'est pas que d'ivresse. Quand on est entre des genoux, le ciel noir veut se noyer, pendant qu'il accélère le versement si doux. Et tes genoux moelleux basculent. Mon cœur sauvage dans ta douceur, et nous basculons entre ciel et terre, légèrement enflés vers l'enfer. Elle aurait cependant, dit-elle, payé cash, ce qui fut convenu. Ce serait donc serré, aurait bu de l'alcool, mis du poivre dedans, mais ça n'aurait servi qu'à la purger très fort. Son ventre aurait grossi à vue d'œil. Elle-même, dit-elle, aurait encore grandi. Elle aurait imploré Marie tant espérée. Donc vous, je vous en prie, n'entrez pas en pourboîte, créature, il faut l'aide de tous. Mais les prières semblent-ils feu pour rien.
trop demandé. Quand elle fut plus grosse, la tête amantine lui tournait. Et l'orifice lui froide souvent près de l'autel. Cependant, elle aurait dissimulé la chose jusqu'à ce que son heure ensuite la surprenne. Et ça réussissait, puisque aussi bien personne ne croyait qu'elle, sans attrait, ait pu fauter. Et vous, je vous en prie, n'entrez pas en courroux à toute créature, il faut l'aide de tous. Ce n'est que dans la nuit qu'elle put accoucher tranquillement. Ce fut l'idée d'un garçon. Il était ce garçon pareil à tous les autres, mais elle n'était pas pareille aux autres mères. Elle n'en voudrait rien dissimuler, dit-elle, afin qu'on voit comment je suis, comment tu es. Elle dit qu'elle fut à peine au lit, en proie à de fortes nausées, seule, et ne sachant pas ce qui se passerait, et qu'à ne pas crier, elle se contraignait avec beaucoup de peine. Et vous, je vous en prie, n'entrez pas en courroux à toute créature, il faut l'aide de tous. L'enfant se mit à crier, et cela l'aurait fâché, dit-elle, tant que de ses deux poings, aveugle, sans arrêt, elle l'aurait frappé jusqu'à ce qu'il se taise. Là-dessus, elle aurait simplement mis le mort près d'elle dans son lit pour terminer la nuit, puis cacher le matin dans la buanderie. Mère, jugez, témoigne devant vous des faiblesses qui sont dans toute créature. Et vous, qui dans des lits tout propres à coucher, et qui dites bénis votre ventre engrossé, vous ne damnerez pas les faibles réprouvés, car grand fut son péché, mais forte sa souffrance. C'est pourquoi je vous prie, n'entrez pas en courroux. À toute créature, il faut l'aide de tous. Ce n'est pas seulement que le plaisir demeure, même souvent ressenti, il peut grandir encore, faire encore une fois ce qu'on a fait souvent. C'est cela qui nous réunit.
que ça s'appelle baiser, réjouit le baiser. Qui gaspille le mot, par exemple, peut s'allonger sur des matelas troués. On devrait pendre les purs baisers. Mon une fille s'écommande bien. Les flots de la mer ne lavent pas l'arbre proprement. Il ne s'agit pas d'un lavement de cerveau. L'art des hommes, c'est baiser et penser. Mais le luxe de l'homme, c'est rire. Il disait se taper la tête parce qu'il ne me comprenait pas. Je devais me réjouir de ne pas attendre d'enfant de lui. Je suffoquais. Comme si je ne m'en balançais pas puisque je n'en ai rien tiré. Un salaud comme ça se trouve qu'une pauvre innocente soit séduite. Il jette des hymens aux orties. Il s'en balance maintenant que le mal est fait. Si son désir est satisfait, la 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 la. Sous la feuille jaune, oh, bin ich nicht froh. Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. On peut attirer beaucoup de gens en leur disant que le sport est sain, mais doit-on le leur dire? S'ils pratiquent le sport dans les limites où il est sain, est-ce du sport qu'ils pratiquent? Le grand sport commence là, où il a cessé depuis longtemps d'être sain. Je sais parfaitement pourquoi les femmes du monde de notre temps font du sport. Parce que l'intérêt érotique affaiblit chez leur mari. Ce n'est pas que je veuille ces dames un bien excessif, mais plus elles feront du sport, plus ces messieurs publieront. J'ai un grand respect pour le sport, mais lorsqu'un homme fait du sport pour remettre d'aplomb sa santé minée, le plus souvent par inertie individuelle, cela est tout aussi éloigné du sport véritable qu'on est loin de l'art quand, pour surmonter un chagrin, un jeune homme écrit des vers sur l'inconstance des filles. Le problème est naturellement différent s'agissant de professions non intellectuelles. Les comédiens, par exemple, ont besoin de l'entraînement physique par suite de la conception erronée du théâtre, laquelle les contraint à des efforts physiques considérables. Quant à moi, j'espère prolonger ma déliquescence physique d'encore au moins 60 ans. De la vitalité! L'essentiel est la vitalité! Le plaisir de l'alcool te la donne. Une jeune fille saine, ça va vers la vitalité. C'est comme ça. Les filles se referment comme des pelotes, c'est un fouet que vous prenez au lit. Quand la verdure, ça marche aussi, c'est-à-dire ça marche. Avec la vitalité adéquate. La vitalité, ça remue aussi le plus bête des hommes. La vitalité! Si bien que sur le ventre fougueux, il vous suffit de lui infliger les derniers outrages. La vitalité! Elle n'a rien à voir avec l'âme et le sentiment. Elle a plus à voir avec la face cachée et la fille comme monture. De ces effets, il n'a que faire. La vitalité recherche le confort. Il n'y a pas d'entrave. Par exemple, le bal. Bal n'était pas un mode. C'est pourquoi nous prions matin et soir pour la vitalité. Lorsque dans un pays, les négociants créent la famine pour la rançonner, que les fonctionnaires méprisent la légalité, que les juges appliquent les lois pour trahir le droit, que des journalistes payés à la ligne détruisent des existences pour produire de la copie, que les politiciens trahissent leurs électeurs, que les ingénieurs se laissent acheter pour ne pas divulguer leurs découvertes, que les médecins, alors qu'il existe de bons remèdes, en prescrivent de mauvais, que chacun s'efforce de prendre à l'autre son emploi, même s'il est mal payé. Il est tentant de parler de négociants stupides, de fonctionnaires enclins à l'arbitraire, de juges cruels, de journalistes sans aveu, de politiciens sans conscience, d'ingénieurs et de médecins sans caractère et d'un monde sans charité. Au demeurant, il se peut que tous ces défauts soient réels. J'admets qu'il soit licite, voire indispensable de les dénoncer. Pourtant, il peut être dangereux de ne parler que d'eux, comme si seules les terribles et incurables passions des hommes avaient mis le pays dans cet état pitoyable. Der Mensch lebt durch den Kopf.
reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, liegt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Sur les scandales judiciaires. La bourgeoisie est mécontente de sa justice. Seuls en prennent la défense les rares citoyens qui se bornent à lui reprocher de ne pas fourrer en prison les 2/3 de la population. À la veille d'une révolution, les scandales judiciaires se multiplient parce que les tribunaux, pour affermir leur autorité chancelante, exagèrent leurs injustices. Or, le peuple ne tolère qu'une certaine dose d'injustice. Le souci de la bourgeoisie est d'éliminer les injustices criantes pour préserver une injustice permanente, séculaire et par conséquent familière. Mon fils, je t'ai offert ces bottes et cette chemise brune. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais préféré me pendre. Mon fils, lorsque je voyais ta main se lever pour le salut divin, je ne savais pas que celui qui saluait Hitler verrait sa main se dessécher. Mon fils, je t'entendais parler d'une race de héros. Je ne savais pas, ne pressentais pas, ne voyais pas que tu étais son propre bourreau. Mon fils, je te voyais marcher derrière Hitler, et je ne savais pas que celui qui le suivait ne reviendrait jamais. Mon fils, tu me disais, l'Allemagne, on ne la reconnaîtra plus. Je ne savais pas qu'elle serait réduite en cendres, en pierre, tachée de sang. Je te voyais porter la chemise brune. Je ne m'y suis pas opposée, car je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Cette chemise serait ton linceul. As they come
jour. Nos grands chefs nous ont dit d'occuper pour eux Danzig et Varsovie. La bataille commença à l'aube et devint sanglante à midi. Nous avons lancé sur la Pologne nos tanks et nos avions. En 20 jours, nous en avons eu raison. Que Dieu nous garde. Quand peu du Turin. Le premier est tombé devant moi, le deuxième derrière moi, le troisième à côté de moi. Un beau jour, nos grands chefs nous ont dit d'occuper pour eux Oslo et Paris. J'ai marché sur le premier, j'ai abandonné le deuxième, et le troisième fut percé par le sabre du capitaine. Nous avons envahi la France et la Norvège. En moins de 6 semaines, nous avons tout réglé. Que Dieu nous garde. Gott behüte uns. Le frère aîné est mort d'un coup de sabre, le cadet d'un coup de canon. Un beau jour, nos grands chefs nous ont dit d'occuper pour eux Serbie, Grèce et Russie. Et nous avons envahi Serbie, Grèce et Russie. Et maintenant, nous nous battons pour sauver notre peau. Depuis plus de 2 ans, que Dieu nous garde. Gott behüte uns. Les coups battaient le briquet sur ma nuque, mes mains gelées dans leurs gants, mes doigts de pied dans leurs chaussettes. Un jour viendra où nos grands chefs nous diront d'occuper la Lune ou l'océan profond, dans cette Russie où il est déjà bien dur de subsister, devant l'ennemi, devant l'hiver, et sans savoir comment rentrer. Pour repas les bourgeons du tremble, pour boisson le jus de l'érable, comme rayer les cailloux, comme lit les flaques d'eau, et nous ramène à la maison. Entendu que nous n'avons pas confiance dans le gouvernement, quoi qu'il nous promette. Nous avons décidé de notre propre gouverne de bâtir dès maintenant une vie meilleure. Le sang coule de plus en plus. Engagez-vous les gars, l'armée embauche. Soldaten tun auf den Kanonen vom Kampf bis Kampfsperr. Wenn es mal regnete und es begegnete irgendeine Rasse, Hebrane oder Rasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Picknick. Patriotisme! Lorsque la guerre, dans son 5e printemps, n'offrit plus aucune perspective de paix, alors le soldat en prit son parti et mourut la mort du héros. À une époque où régnait la confusion, où coulait le sang, où l'on ordonne les désordres, où l'arbitraire provoque le droit, où l'humanité se déshumanise, ne dites jamais c'est naturel. Afin que rien ne passe pour immuable.